Que peut la poésie face à la guerre? À quoi ressemble la scène poétique dans un pays qui mène sa guerre de défense contre la Russie? Pourquoi la solidarité internationale avec des poètes ukrainiens est-elle si importante? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Martin Rueff, poète, éditeur en chef de la revue Poésie, qui a publié depuis février 2022 des poètes ukrainiens contemporains. Martin Rueff est aussi auteur d'un long poème sur l'Ukraine, traduit en italien et en ukrainien. Bonjour à Martin, bienvenue au podcast L'Ukraine face à la guerre, un podcast dédié à l'Ukraine. Vous êtes poète, vous êtes rédacteur en chef de la revue Poésie, une des revues les plus connues en France, donc les revues poétiques. Vous êtes aussi professeur à l'Université de Genève. Et vous avez cette sympathie, ce soutien pour l'Ukraine que vous avez manifesté à plusieurs reprises, et tout d'abord par votre intérêt pour le destin tragique de l'Ukraine tout au début de la guerre, l'épisode de Boutcha, cette ville satellite libérée à côté de Kiev, et Irpin vous a touché. D'où vous n'êtes pas spécialiste de la région, de l'Europe de l'Est, pas spécialement en tout cas. Pourquoi et d'où vient cet intérêt chez vous pour l'Ukraine? Bien, bonjour Tetiana Ogarkova et merci beaucoup de me donner la parole en tant que rédacteur en chef de la revue Poésie et aussi en tant qu'écrivain en vers. Écoutez, la situation est la suivante, c'est que notre revue, qui a été fondée il y a à peu près 45 ans maintenant par Michel Deguy, a été traversée en février 2022, donc il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, par deux événements pratiquement simultanés, de portées différentes, mais qui ont marqué le destin de la revue. Le premier événement est d'une certaine manière privé, même si la mort d'un grand poète est aussi un événement public. C'est que Michel Deguy est mort le 16 février 2022, et un peu plus d'une semaine après, si je me souviens bien, Tetiana, le 24 février 2022, la Russie a déclenché son offensive contre l'Ukraine. Et cette offensive et le drame des Ukrainiens nous ont accompagnés depuis 2 ans, puisqu'il n'y a pas eu un seul numéro depuis le numéro 179, et là on vient de sortir le numéro 188, dans lequel il n'y a eu, d'une manière ou d'une autre, mention faite de cette guerre, de ce déchaînement de violence impérialiste de la Russie contre l'Ukraine. Donc cette offensive nous a beaucoup touchés. Elle nous a beaucoup touchés sans doute pour trois raisons, je dirais, pour simplifier, Tetiana. D'abord, la violence de l'agression de Poutine et de ses troupes, violence qui était d'autant plus grande qu'elle était assortie, comme souvent dans le cas des offensives, par une rhétorique d'inversion, c'est-à-dire que Poutine se présentait comme un libérateur alors qu'il était un envahisseur, il se présentait comme un bienfaiteur alors qu'il était un malfaiteur, il se présentait comme un homme qui venait apporter le droit alors qu'il était l'incarnation de la violation du droit. Ça, évidemment, c'est la première raison. La deuxième raison, Tetiana, c'est que l'Ukraine et sa littérature, sa poésie, nous sont vite apparus comme des lieux de résistance avec lesquels nous pouvions rentrer en contact sans trop de rhétorique, si vous voulez, sans trop de mauvaise foi. C'est-à-dire que c'est difficile quand on est un peuple à l'abri, quand on est un pays qui est en paix,
quand on est un pays qui ne connaît pas la guerre sur son territoire, même si la France, comme beaucoup de démocraties occidentales, fait la guerre ailleurs, hein, il ne faut quand même pas simplifier la situation. C'est difficile de se présenter comme le soutien d'un peuple aussi martyrisé et soumis à de telles violences comme l'est le peuple ukrainien. Mais là, si vous voulez, en tant que revue de poésie, eh bien, on avait l'impression de pouvoir, d'une certaine manière, entrer en contact avec le destin de l'Ukraine, entrer en contact par nos moyens, par le théâtre de nos opérations, qui était le théâtre des opérations poétiques. Et puis, nous sont arrivés, depuis avril 22, depuis février, mars, avril 22, des voix de poètes qui nous ont bouleversés et qui n'étaient pas simplement des voix de poètes qui étaient des représentants du destin ukrainien, mais qui étaient des poètes à part entière, dont il nous semblait qu'il était important pour la poésie française, mais aussi pour la poésie européenne, que leur voix soit entendue. Voilà. Donc je dirais, si vous voulez, le destin d'un peuple, le destin d'une génération de poètes, et puis le destin de poètes individuels. Et puis, pourquoi ne pas le dire publiquement, hein, il y a eu aussi la rencontre personnelle pour moi de votre personne, de votre engagement et de l'extraordinaire opiniâtreté, courage avec lesquels vous soutenez cette génération de poètes. Voilà, donc si vous voulez, il y a eu tout cet ensemble de facteurs. Oui, tout à fait. Donc, cela fait, ça se produit, voilà, que les poètes ukrainiens sont aujourd'hui traduits en français et publiés dans votre revue. Je sais que dès les premiers jours de cette invasion russe que vous qualifiez comme violente, comme menteuse aussi, parce que Poutine, il renverse les notions, il se dit libérateur, mais or qu'il est agresseur, etc. Vous étiez particulièrement bouleversé par ces images comme tout le monde aussi en quelque sorte, par les images qui nous sont parvenues fin mars, début avril, lors de la libération de cette ville satellite de la capitale Kiev, la ville de Boutcha. Et vous avez, Irpin aussi, vous avez écrit un poème qui est long, un poème qui raconte votre version poétique, bien sûr, de ces événements-là. Un poème qui s'appelle Icar et que vous avez publié, vous l'avez traduit en italien, si je ne me trompe pas, et vous l'avez même recité ici à Kiev lors de votre voyage ici en Ukraine qui a eu lieu au mois de mai, je ne me trompe pas, juin, début juin 2024 pour notre forum de livres annuel qu'on appelle Arsenal de livres. Donc, pourquoi ce poème et qu'est-ce que vous vouliez dire si la question est bien posée pourquoi voilà donc ces événements-là, cette tragédie-là vous a inspiré aussi comme poète, pas uniquement comme éditeur en chef d'une revue de poésie? Oui, Tatiana. Alors, il se trouve, si vous voulez, ici qu'on rentre en effet dans un autre type de propos, et là, je vais parler donc moins en tant que rédacteur en chef d'une revue nationale française que comme simple écrivain en vers. Euh, il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années maintenant, j'avais publié un livre dans la collection L'Extrême Contemporain, et ce livre s'intitulait Icare crie dans un ciel de craie. C'était un livre qui était enfin, tout entier consacré à la figure d'Icare et qui reposait sur des anagrammes, puisque Icare et cri sont composés des mêmes lettres, et cré est l'anagramme strict de Icare. Au début de la guerre, de l'offensive russe, de l'agression russe, nous avons été, de par le monde, euh, entourés d'images de l'offensive russe. Et ces images avaient toutes sortes de colorations, je dirais, toutes sortes d'atmosphères même. Elles dégageaient toutes d'extraordinaires éléments de réel. Certaines étaient violentes et d'autres étaient douces, tendres. Certaines étaient ridicules, où on voyait des soldats russes dans des postures ridicules, et d'autres étaient tout simplement terribles, tragiques.
Et parmi celles-ci, il y a eu une image qui m'a beaucoup frappé, même bouleversé, on peut dire. C'était l'image d'un petit enfant qui était tenu à bout de bras par sa mère. Et cette femme avait dans son dos une espèce de sac pour tenir un enfant. Et elle avait donc deux enfants sur elle. Et cette femme saluait un soldat. On comprenait vite que c'était son mari. Et le petit garçon qu'elle tenait dans les bras, à un moment de la scène, s'est mis à taper très violemment. C'était un tout petit enfant. Hein. Euh, il s'est mis à taper très violemment sur le casque de son père, le casque militaire de son père. Et dans cette scène, si vous voulez, j'ai vu le désespoir et l'incompréhension d'un enfant face au départ de son père. Alors, il est difficile de comprendre, Tetiana, à partir de cette image, si c'est le père qui part au conflit ou si c'est la famille, la mère et les deux enfants qui s'en vont, qui doivent fuir la guerre. Mais en tout cas, ils se séparent, ça c'est clair. Et dans cette séparation et la violence tendre qu'elle suscite de la part de ce petit garçon, j'ai vu une scène qui m'a tout à fait oui, terrassé, même bouleversé jusqu'aux larmes, et sans même, si vous voulez, sans même que je me demande si cette scène était allégorique, hein, si elle signifiait quelque chose de plus que le désarroi de ces personnages. Et il se trouve que dans cette figure de petit garçon qui crie sa douleur, oui, on peut dire les choses comme cela, j'ai vu Icare. Et j'ai vu un fils abandonné, un fils qui tombe, là qui tombe dans l'histoire, il tombe plus dans le ciel de Crète, si vous voulez, hein. Il tombe dans... Et donc j'en ai fait un long poème narratif. Et il se trouve, si vous voulez, que le titre lui-même résonnait de manière particulière, puisque Icare crie dans un ciel d'Ukraine entretient avec Icare crie dans un ciel de Cré des assonances, des jeux phonétiques qui sont riches pour un poète. Alors de fait, ça c'est le destin invraisemblable de la poésie, mais vous n'y êtes pas pour rien, chère Tetiana. Ce poème a été traduit et publié en Italie, quand Icare crie dans un ciel de Cré a été édité en Italie, j'ai demandé que soit ajouté à la version classique du poème ce poème neuf pour l'Ukraine, parce que je voulais que le poème ukrainien, si j'ose dire, ait une résonance actuelle et soit lu aujourd'hui. Et puis, grâce à vous, il y a maintenant à peu près 2 mois, j'ai été invité au festival formidable de l'Arsenal pour le lire en compagnie hein, d'autres poétesses et poètes ukrainiens, ce qui pour moi a été un très grand honneur. Voilà, et ce poème aujourd'hui, il est aussi traduit, vous l'avez fait traduire en ukrainien et notre poète Ella Yevtushenko a lu sur la scène de l'Arsenal la version ukrainienne, donc voilà, qui avait suivi votre lecture en français de ce poème. Nous invitons nos auditeurs, bien sûr, de retrouver ce poème de Martin Rueff qui s'appelle Icare en français pour le lire. Mais en attendant, je vous demanderai, Martin, de lire un extrait que vous préférez, voilà, de ce poème qui serait pas, parce que le poème, il dure une vingtaine de minutes. Nous n'avons pas malheureusement ce temps-là aujourd'hui, mais voilà, un extrait de ce poème pour donner une impression à nos auditeurs, aux gens qui nous écoutent. Oui, volontiers, volontiers. L'homme et la femme se ressemblent, ils ont le même âge, leur visage est beau, leur peau semble rosie par le froid. Le garçon est jeune, bien rasé, pas une ride. Me frappe l'absence de gants de la mère et du petit que le soldat porte. Le soldat, lui, a des mitaines adhérentes en nylon, matériel militaire. Ils sont de profil, en plan-taille. Difficile de dire à quelle heure se déroule cette scène de rue. Le matin peut-être. Dans leur dos, une petite colonne progresse,
Elle vient du coin droit de l'image et on aperçoit derrière une grille et 4 ou 5 personnes qui ne marchent pas, mais fuient. Non pas qu'elles ne marchent pas, mais que lorsque l'on fuit, on ne marche pas, on ne court pas, on fuit, et il faut dire le mot fuir dans le poème d'un glaive traversé. Ces gens doivent être sur le trottoir d'un pont que la grille protège de la route. Derrière elle, on aperçoit le paysage que l'on devine comme en contrebas, des bois maigres sur un ciel d'Ukraine, un ciel immobile, blanc, un ciel de craie d'hiver, un ciel de dimanche de la vie, où l'on hésite à sortir pour faire prendre l'air aux enfants, et où l'on pense plutôt à rentrer pour boire chaud, coucher les enfants, et s'allonger pour se reposer, et faire l'amour peut-être. Voilà, c'est un extrait du début du poème. Oui, voilà, donc qui met voilà, devant nos yeux cette scène voilà, qui vous a frappé. Et bien sûr, le poème continue, on invite nos éditeurs de le lire en entier. Je tiens aussi à rappeler que ce poème, vous l'avez aussi récité à Paris, donc à l'université Paris 8, au mois d'avril 2024. Nous avons organisé une soirée poétique où il y avait justement la présence ukrainienne, c'est-à-dire c'était une lecture croisée franco-ukrainienne de poètes ukrainiens, et vous avez aussi lu ce poème, voilà, en termes de solidarité. Vous avez évoqué la résistance de cette nouvelle poésie ukrainienne, parce que les faites, pour la plupart par des poètes très jeunes, voilà, qui vous a frappé par, voilà, par cette résistance-là. Quel était, vous avez bien sûr, vous lisez ces textes en français, en traduction. Qu'est-ce que vous avez découvert en lisant ces lignes? Voilà, bien sûr que ces lignes-là, ils se baignent dans ce climat de la guerre, parce que c'est le sujet qu'on peut pas contourner aujourd'hui, qu'on peut pas éviter. Ce n'est pas la poésie abstraite, ni poésie très métaphysique. Et actuellement, c'est une poésie qui baigne malheureusement dans cette réalité très cruelle. Euh, quelle, euh, Quelles étaient Alors, vos impressions, vos premières impressions de alors cette poésie-là? en fait, Tétiana, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai dit, on était en train de construire le numéro qui disons, correspondait à la mort de Michel Deguy, et on était en janvier, février 2022, et la guerre a éclaté en Ukraine, et on s'est dit, on ne peut pas ne pas faire signe à l'Ukraine. Et donc, on connaissait le traducteur, qui est un traducteur du russe à Genève, et qui est très, très connu, hein, qui est un immense traducteur, qui est Georges Niva. Et donc, on a entretenu avec Niva des correspondances, et il m'a dit, ben voilà, vous pourriez contacter Irina Dmitrichine, et elle nous a envoyé, sans même qu'on ait beaucoup de temps, hein, Irina, Tetiana, de se retourner, elle nous a envoyé des poèmes de Katerina Kalitko, Lubov Yakimchuk et Seri Yadan. Je ne sais Mm. pas si on doit dire Yadan ou Jadan d'ailleurs. Jadan, Jadan. Jadan. Et on a été, moi j'ai été très frappé par les poèmes de Jadan. Et au même moment, à peu près, hein, ils ont été traduits en français. Et notamment, dans ce numéro, il y avait des poèmes tout à fait magnifiques de ces trois poètes. Et notamment un poème magnifique sur une jeune femme dans une bibliothèque. Et j'avais trouvé ce poème merveilleux. Est-ce que je peux en lire un extrait? Donc c'est un poème de Cheryl Jadan. Euh, voilà, et donc ce poème, c'est l'histoire la suivante. Une histoire étrange, l'histoire de nos illusions et de notre impuissance. Dans sa bibliothèque, elle se tenait toujours près des livres, de ses auteurs préférés, debout près des rayons, comme font les femmes devant leur miroir, en confiance, mais toujours avec hésitation. Les poètes, aux rimes assurées, ne peuvent pas se tromper, ils indiqueront toujours la sortie, ils consoleront dans la nuit. Un des premiers obus à toucher la bibliothèque,
les manuels volés dans la rue comme des oreillers éventrés, et les lettres restées suspendues dans l'air de juin, en cendres, des synagogues brûlées. La poésie n'a pas sauvé, les poètes se sont tus, personne n'a trouvé la rime juste au nom de l'écolière déchiquetée, venue le matin rendre les livres. Lorsque l'armée est entrée, lorsqu'on a réparé l'abri, quand on lui a apporté de nouveaux livres, comme si on voulait la remplir d'une nouvelle langue, d'une nouvelle joie, elle ne bougeait pas et disait quelque chose, tentant d'être claire, tentant d'être convaincante. Qui l'écoutait alors, qui avait besoin de ses paroles, illusion que de s'abriter derrière une grande littérature morte, devant les gens qui vont à la mort, désespérants, malhonnêtes. L'essentiel est que je n'ai pas trahi mes poètes, se disait-elle. Je ne les ai pas trahis, pensait-elle sans le dire, effrayée, reconnaissante. Elle se tenait près du rayon rempli de poètes morts, comme auprès d'un radiateur qui, depuis longtemps, ne réchauffe plus personne. Alors, Tetiana, dans ce poème, j'ai trouvé une qualité poétique que j'ai trouvée par la suite chez d'autres poètes que nous avons publiés dans la revue. Et cette qualité, c'était la vérité. C'est-à-dire l'extraordinaire capacité des poètes ukrainiennes et ukrainiens à dire sans rhétorique, sans affectation, sans chichi, si vous me permettez l'expression, la vérité de ce qu'ils vivent. Et cette qualité, elle m'a semblé tout à fait notable, tout à fait remarquable. Et dans la suite, si vous voulez, donc depuis ces poèmes, hein, Tetiana, on les a publiés en avril 22, donc il y a 2 ans maintenant. Dans le numéro 183, qui était du premier semestre 2023, j'avais consacré mon éditorial, parce qu'au début de la revue, on fait toujours un éditorial, et j'avais consacré mon éditorial à un poète qui est mort, hein, et qui s'appelait Volodymyr Vakulenko, qui avait écrit dans son journal en mars 22, et j'ai commenté cette phrase: aujourd'hui, fête de la poésie, j'ai été salué par des grues qui volaient haut dans le ciel et j'ai cru les entendre caqueter. Tout ira bien pour l'Ukraine, je crois en la victoire. Et vous le savez mieux que moi, hein, Volodymyr Vakulenko a été arrêté un peu après, et on a retrouvé plus tard son corps, hein, dans un charnier, hein, des tombes qui avaient été creusées à l'entrée du cimetière. Et c'était extraordinaire parce que, en plus, ce cimetière s'appelait Shakespeare. Voilà, donc j'ai été bouleversé par le destin de cet homme, hein, qui avait caché son journal poétique dans son jardin. C'est son père, je crois, qui l'a retrouvé. Voilà, donc si vous voulez, il y a eu toutes sortes d'événements poétiques comme ça. Ensuite, dans le 185-186, on a continué la publication du journal que le poète américain Cummings avait tenu en Ukraine en 31. C'est un très beau journal. On avait publié des poèmes de la poétesse Kadia Molodowski, un poème de Florence Moreau sur l'Ukraine. Et puis, dans le 187, qui est paru au printemps de cette année, donc, on a eu l'extraordinaire dossier que vous, Tetiana, vous nous avez confié, et comment ne pas vous remercier de ça, hein. Un dossier dont vous avez fait la préface, qui s'appelle La poésie ukrainienne face à l'abîme, et dans ce dossier, on trouve 7 poètes d'Ukraine, dont certains sont morts pendant qu'on faisait le dossier, et ces 7 poèmes, ce sont, alors pardonnez-moi, je ne vais pas sans doute prononcer les noms de la manière la plus adéquate possible, mais ce sont Victoria Amelina, Arthur Drone, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Kiev, grâce à vous, au festival, Katerina Kalitko, Maxime Krivtov, Anna Malion, Yarina Chornouts et Ella Yevochunko. Voilà, c'est les poètes qu'on a publiés dans le numéro 187, et dans le numéro 188 qui vient de sortir, que je vous enverrai, hein,
on a à nouveau des pages de journal de comics. Donc c'est vrai, depuis 2 ans, dans la revue, il n'y a pas un numéro dans lequel il n'y ait pas la trace de ces oui, merveilleux, extraordinaires poèmes. Et je dois dire que votre préface, Tetiana, la poésie face à l'Ukraine, me semblait, si vous voulez, mettre les choses, les événements et l'écriture de ces événements hein, dans la dans la ligne juste, en collant parfaitement à la, à la situation, puisque dans cet ensemble, ce que vous aviez fait, c'est que vous aviez essayé de dater la poésie ukrainienne contemporaine par rapport à des événements qui venaient de se dérouler. Et dans ce cadre-là, c'était vraiment formidable. Je peux vous citer une seconde? Oui, oui, donc je vais justement rajouter un petit détail, voilà, pour Vakulenko, qui était, voilà, donc nous venons de marquer le 1er juillet 2024, voilà, son anniversaire qui n'y est plus parce que Vakulenko n'y est plus, mais justement, le manuscrit que vous avez cité, donc j'aimerais quand même mentionner pour nos auditeurs qu'il est déjà traduit en français et donc c'est au Québec, c'est au Canada qu'il est traduit, donc on invite nos auditeurs de le lire. C'est un texte d'une trentaine de pages en fait à la base qu'il écrivait à la main alors que les troupes russes étaient déjà à Izium, à Kapitolivka, son village et la ville Izium à côté. Et donc le manuscrit était enterré sous l'arbre dans le jardin de son père, sur un cerisier, et que ce manuscrit était retrouvé par notre écrivaine et poète Victoria Amelina, donc et ceci dès septembre 2022, c'est-à-dire tout de suite après le départ des troupes russes chassées par les Ukrainiens. Elle s'est rendue là, donc elle a aidé au père de retrouver les manuscrits. C'est grâce à elle que nous avons ces pages-là, aujourd'hui traduites en français. Et donc, mais Amelina, Victoria Amelina, comme je l'écris dans ma préface, elle était aussi elle-même tuée par le missile russe du type Iskander le 27 juin 2023. Nous avons aussi récemment marqué 1 an depuis sa mort. Donc voici, voilà, cette continuité en quelque sorte de mort. Et ensuite, donc, encore une chose, la maison d'édition où le journal de Vakulenko a été publié, cette maison d'édition qui s'appelle Vivat. Elle est placée à Kharkiv, dans la ville à 40 kilomètres de la ligne du front, et tout juste 1 ou 2 semaines avant l'arsenal de livres de la version 2024, au moment où vous, Martin, vous êtes rendu en Ukraine, cette maison d'édition, c'est-à-dire cette imprimerie en fait, qui imprime des livres, était aussi frappée par le missile russe, par cette bombe d'aviation, si je ne me trompe pas. Donc plusieurs employés de cette imprimerie ont été tués et plusieurs livres aussi ont été brûlés donc voilà, dans cette imprimerie-là. Donc c'est-à-dire c'est cette continuité-là de la destruction qui dépasse voilà, tous les cadres de connu, c'est-à-dire de ce qu'on peut comprendre, ce qu'on connaît. En fait, voilà, c'est la ligne de continuité très tragique Oui, qui s'installe là. Tetiana, personnellement, j'ai même un peu, je vous le dis franchement, un peu honte même de parler face à tout ça, parce que la... Mais lisez-nous un poème que vous préférez de Alors, ces jeunes ce que poètes. je peux dire quand même, c'est que d'abord, grâce à vous, à, à Kiev, à l'Arsenal, j'ai vu, hein, vous m'avez montré une table sur laquelle les livres brûlés de cette imprimerie étaient exposés. Et on voyait les couvertures racornies et les titres entre le noir, entre les traces noires du charbon et les grumeaux de pages brûlées. Et c'était absolument bouleversant. Mais il faut dire aussi, et je l'ai senti à Kiev, que oui, il y a une chaîne de mort. Ce poète qui est arrêté, tué, enterré. Sa mort a été cachée à sa famille en plus. Cette poétesse qui trouve sous un cerisier avec le père le journal poétique et qui elle-même, moins d'1 an plus tard, hein, puisque 1er juillet, 27 juin, donc 22, 23,
trouve la mort, oui, continuité de mort, mais ce qui m'a frappé, je continue à le dire, chez ces poètes, et chez vous aussi, comme personne, c'est l'extraordinaire puissance de la vie et du sens portée par la poésie. Et cela, Tetiana, donne de l'espoir au-delà de toutes les destructions. Il y a dans cette poésie, et il y a chez ces poètes, une force de vie, une force de création qui, de toute façon, a déjà gagné. A déjà gagné, ça c'est sûr. Parce que les poèmes qui sont là seront des témoignages non seulement de cette vitalité, mais de la résistance de force de liberté, de libération, face aux forces de destruction et d'oppression et de mensonge. Et c'est pour ça d'ailleurs que la poésie, peut-être plus même que d'autres genres, a a cette tâche, c'est parce qu'elle est capable, dans, dans le plus sombre de la nuit, dans les heures les plus épouvantables que vous traversez, de donner forme à cette expérience. Et dans les 7 poètes que nous avons traduits, eh bien, on sent ça. Que ce soit d'ailleurs parce que, comme Arthur, ils sont tenus par une espèce de foi dans la transcendance. Vous le dites bien d'ailleurs hein, dans la préface du dossier, ou que ce soit parce que ils sont traversés hein, par une force de vie, une force de sens. Voilà. Donc j'ai été très frappé par ça. Et si vous me demandiez de traduire, de lire une traduction, écoutez, c'est difficile parce qu'ils sont tous beaux. Ils sont tous très beaux, ces poèmes. Mais si vous acceptez, je lirai volontiers un poème de Yarina Mhm. Tchornohouts. Est-ce que ça vous convient? Oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est le poème qui ouvre, c'est un des poèmes qui ouvre le plus peut-être sur après, si vous voulez. Euh, alors, je sais pas, peut-être vous pouvez dire le titre en ukrainien. Le titre en français, c'est Si nous restons en vie. Якщо ми залишимося живі. Si nous restons en vie, j'essaierai pour la première fois de planter une pousse dans un champ, pas encore miné. Planter avec mes mains d'une habitante de la ville qui n'a vu ce qui se cache sous l'asphalte qu'avec l'arrivée de la guerre. Si nous restons en vie, nous habiterons la terre où chaque respiration perdue nous fait revoir tout ce qui a été éprouvé, invisible et violent. La lune bleue résonnera dans nos oreilles. Chaque hiver, la glace nous coudra aux montagnes et aux steppes en cartes tordues. Et ce ne sera point romantique. Le romantisme a disparu loin du front avec l'héroïsme, en me laissant brusquement ta présence, aux cheveux gris et pleine de passion. Nous inviterons la mort à se réchauffer près du feu en bois. Elle nous battra avec ses bâtons en bois. Nous frotterons ses mains glacées. Si nous restons en vie, je subirai avec moins de douleur la lumière douloureuse du printemps qui me blesse. Elle ne manquera jamais de jaillir à la fin de l'hiver, celui que je ne peux pas oublier. Dans ce pays, on n'oublie pas les hivers. Voilà, ce poème a été traduit, comme beaucoup de poèmes du dossier, par une extraordinaire traductrice et poétesse elle aussi, Ella Yevtuchenko. Oui. Oui, donc, et pour nos auditeurs, Yarina Tchornogouz, actuellement, elle est jeune, elle a 28 ans, 29 ans, sans doute aussi. Elle est militaire, militaire, elle combat dans l'armée ukrainienne et ceci, même pas à partir de février 2022, mais bien avant. Elle s'est engagée pour la première fois d'abord avec les médecins en 2018, ensuite avec l'armée à partir de 2019. Yarina est une étudiante en lettres pour moi parce qu'elle était mon étudiante à l'Académie Moïla à Kiev, donc diplômée de lettres qui devient soldate, voilà, une femme de guerre en quelque sorte. Et donc, Yarina Tchornogouz aussi prix Shevchenko de cette année-là, donc de 2024.
voilà, 2023 pardon. 2024, on va nommer un autre, candidat un peu plus tard. Donc voilà, une poète qui est très jeune, mais qui est déjà reconnue comme une voix d'une génération, une génération des jeunes qui sont en guerre, qui n'ont pas d'autres horizons pour l'instant, qui a publié 2 recueils de poésie seulement à ce moment-là. Donc il y a c'est pas, c'est pas une poète avec une œuvre abondante pour l'instant, mais sa voix, elle compte. Et donc actuellement, Yarina, elle continue son service militaire, voilà, dans les forces armées de l'Ukraine. Martin, vous avez revu Yarina aussi physiquement, comme ça, vous étiez sur la même scène à l'Arsenal du Livre. Donc, j'imagine que c'est un moment un peu spécial quand on met des visages derrière des lignes que vous avez lues, relues, publiées, n'est-ce pas? Et donc de voir des visages, des yeux, des gens, aussi Arthur Drogne, notre poète, aussi très jeune, encore plus jeune que Yarina, lui, il est né en 2000, donc il devrait avoir 24 ans, actuellement. Donc qu'est-ce que pour vous c'était ce voyage? Vous vous êtes rendu, donc c'est quand même un acte de courage que de se rendre dans un pays en guerre, même si c'était pour le festival littéraire, mais c'est quand même donc on est nulle part à l'abri de bombardements, qu'on soit à la capitale ou ailleurs. Ce que prouve d'ailleurs cette frappe terrible contre l'hôpital pour enfants Ahmadi du Ah 8 bah juillet. là, on a atteint un niveau d'ignominie parfait parce que on sait très bien que les frappes russes sont des frappes pardon, précises. Et donc, il est absolument hors de question d'évoquer à propos de la frappe de l'hôpital un accident. C'est tout à fait délibéré. Et c'est un acte, si vous voulez, qui, au-delà de l'horreur qu'il comporte, indique bien le degré de cynisme de cette entreprise de la Russie. Parce que là, si vous voulez, vous me l'aviez dit et vous me l'aviez bien expliqué, hein, les frappes à Kiev, mais je parle sous votre contrôle, hein, puisque ce sont des mots que vous aviez prononcés, hein, elles ont surtout une valeur d'intimidation, de menace, de faire peser sur la population de Kiev le sentiment constant de l'imminence du danger. Et là, un cap a été franchi. On a l'impression que c'est comme dans l'enfer de Dante, hein. Il y a toujours plus horrible. Il y a toujours plus horrible. Mais puisque vous m'interrogiez sur le festival de l'Arsenal, ce qui m'a frappé en rencontrant Yarina ou Arthur, c'était, si vous voulez, la, le sérieux avec lequel les poètes que j'ai rencontrés prennent la poésie, le sérieux avec lequel ils savent qu'en écrivant des vers, ils ouvrent le temps de la guerre à un temps de l'après. Et le poème de Yarina, d'ailleurs, hein, est un poème qui est écrit au futur. Et c'est un futur qui fait une brèche dans le présent. Et cette brèche dans le présent me semble le signe même de la force et de la vitalité de cette poésie, parce que cette brèche, elle n'est pas du tout ouverte au nom de l'oubli, elle n'est pas ouverte au nom de je ne sais quelle réconciliation avec le présent et avec l'ennemi, elle est ouverte comme une exigence de souvenir. Il faudra que nous nous souvenions de ce qu'a détruit cette guerre. Et donc je trouve ce poème particulièrement fort parce qu'il inscrit, si vous voulez, l'ensemble des temporalités à l'œuvre dans ce présent terrible, le présent, le passé, l'avenir, le futur antérieur. Et en rencontrant ces gens qui pardonnez-moi, Tétiana, cette pourraient presque tous être mes enfants, puisque j'ai 55 ans, donc des poètes de 25 et 28 ans. Je les ai trouvés absolument merveilleux, merveilleux. Ça a été pour moi un moment tout à fait significatif dans mon existence, et je vous en remercie d'ailleurs.
Oui, donc et le festival en lui-même était aussi nécessaire et donc vous avez vu aussi non seulement la qualité, mais la quantité des visiteurs, là-bas. Vous avez vu, nous sommes passés sans queue, sans faire la queue parce que nous avions les badges de participants. Or que les habitants de Kiev et sans doute au-delà, faisaient la queue d'un kilomètre au moins, Ah, n'est-ce c'était pas pour, formidable, c'était formidable. On avait, si vous voulez, l'impression d'une vitalité, d'une exigence aussi de joie et de fête qui était, je n'ai aucun mal à le dire, qui était une des formes de la résistance ukrainienne. C'était évident. L'engouement, la force de la participation à ce festival était une manière de dire non à l'oppression, de dire non à l'agression. C'était magnifique. Tout ça en plus, on a eu de la chance, vous vous souvenez, hein, dans un soleil magnifique. On s'était assis un moment, vous vous souvenez, près d'un jet d'eau qui nous a aspergés. Donc il y avait aussi de la joie dans cette rencontre. oui, et je vous communique une bonne nouvelle. Voilà, dans cette exposition de livres brûlés, de l'imprimerie de l'édition Vivat, voilà, il y avait 50 000 exemplaires de livres qui ont brûlé directement ce jour-ci lors de la frappe. Il y avait justement tout le tirage, si vous voulez, de livres qui s'intitule Les mots et les balles. C'est un livre des entretiens entre poètes, écrivains, journalistes, voilà, sur la guerre. Donc c'était un livre fait, voilà, en 2022-2023. Il y avait aussi, voilà, un dialogue entre Volodymyr Yermolenko, le philosophe, mon mari, et moi. Et donc voilà, donc tout ce tirage-là, Philosophe, voilà, Tatiana, voilà. je précise, dont un texte est paru dans le dernier numéro, le numéro 56 des Annales Jean-Jacques Rousseau, publié à Genève. Il y a un texte tout à fait magnifique de ce jeune philosophe ukrainien. Voilà, et je reviens à la bonne nouvelle. Alors voilà, tout le tirage était détruit physiquement, donc on devait avoir une présentation de livre, donc il y avait une présentation, mais il n'y avait pas de livre, c'est-à-dire il n'y avait pas de livre physique à montrer au public parce que justement tout avait brûlé. Donc la bonne nouvelle consiste dans le fait qu'il y a 2 jours, voilà, j'étais contactée par la maison d'édition Vivat qui ont bien réimprimé en fait les livres en question. Ils nous ont envoyé les exemplaires d'auteur. C'est-à-dire que, voilà, malgré toutes les destructions qui sont là, les livres, voilà, sont arrivés, on peut les toucher aujourd'hui, donc on peut tout reprendre, on peut tout reconstruire, sauf ce qui n'est pas remplaçable, bien sûr, les vies de nos amis, de nos poètes, de nos écrivains, de nos soldats, de nos civils, voilà, femmes, enfants, hommes, sans différence. Donc tout ceci, malheureusement, n'est pas reconstruisable, mais justement, voilà, pour ce qui concerne la culture, il y a un dévouement, voilà, voilà, la fidélité extrême de tous les participants de voilà, des processus de l'édition de livres qui sont là et qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui ne cèdent rien, voilà, qui ne cèdent rien sur leur chemin. Oui, oui, écoutez, cette nouvelle, cette bonne nouvelle, elle est pour moi un signe de votre force, de la force des individus, des poètes, des poétesses, de Volodymyr, de vous, hein, de maintenir les conditions du sens et du partage du sens dans un monde, le vôtre, qui ne cesse d'être agressé, violenté, détruit. Et j'estime que nous, comme revue, nous, comme poètes français, comme écrivaine et écrivains français, on a beaucoup de chance de vous avoir comme interlocutrice, de vous avoir comme interlocuteur. Parce qu'il nous semble aussi, il nous semble aussi, pardon, que les valeurs que vous défendez avec vos corps, vos vies, vos œuvres, sont les valeurs auxquelles, en tant que revue, mais aussi en tant qu'individu, écrivain ou pas, nous accordons le plus d'importance. Merci beaucoup, Martin, pour cet entretien et merci surtout et avant tout pour votre soutien à l'Ukraine, à la poésie ukrainienne, aux poètes ukrainiens, ukrainiennes, voilà, qui écrivent aujourd'hui cette solidarité. Il n'a pas de prix, puisque c'est là, c'est dans les moments des épreuves qu'on voit qui a mis, qui ne l'est pas. Merci beaucoup pour tout.
C'est moi qui vous remercie évidemment, Tetiana. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Martin Ruev, poète, éditeur en chef de la revue Poésie, qui a publié depuis février 2022 des poètes ukrainiens contemporains. Martin Ruev est aussi l'auteur d'un long poème sur l'Ukraine qui est traduit en italien et en ukrainien. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.